Le Rendez-vous Tech n'est financé que par ses auditeurs et par aucun sponsor ou société extérieure. Si vous voulez soutenir ce type de business model et de modèle d'affaires sain ou simplement me payer une bière, vous pouvez aller faire un tour sur patreon.com/rdvtech. Aujourd'hui, je remercie tout particulièrement les auditeurs qui ont choisi de soutenir l'émission comme Krapsjge, Tixt, Daniel Castro, Andy Cayer, Olivier Bouvet, Yonick Surny, Esman38, Rika Gam, Alexis Cernils et Antoine. Merci à vous tous. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission bimensuelle, non pas bimensuelle, ah là là, j'arrive pas à prendre l'habitude, l'émission hebdomadaire qui toutes les semaines vous résume l'actualité technologie, internet et gadgets. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui je suis accompagné de deux illustres connaisseurs de tout ce dont nous allons parler et notamment la GDPR-PDP et les e-privacy. Je crois que c'est ça le sigle officiel, hein. J'ai nommé Cédric Ingrand et Christophe Kamikaze qui se joignent à moi pour cet épisode. Comment ça va les jeunes ? Comme dans un rêve. Oui, je pense que c'est sans doute dû au fait que tu n'es plus dans les tout premiers mois de vie de tes petits, c'est ça ? Moi aussi, je suis comme dans un rêve, mais c'est parce que je comprends pas ce qui se passe autour, en fait. Alors oui, enfin sinon que moi je suis moins surpris parce que c'est pas le premier. Donc ça c'est comme la blague de Coluche. Au début, ce sera très dur et après vous serez habitué. Mais non. Mais alors je veux te rassurer un petit peu sur le fait que les choses s'améliorent avec le temps. Je suis assez d'accord avec toi. C'est pas une opinion très populaire auprès des mamans, parce que les mamans, elles ont tout de suite, tu vois, un lien absolument terrible, inextinguible et indiscutable avec le bébé dès l'instant où on leur présente. Les papas, c'est plus difficile parce qu'au début, un bébé, ça fait pas grand-chose. Oui. Mais je te confirme, moi, j'ai une petite fille qui va avoir 10 mois là, et ça devient chouette, intéressant, rigolo. On commence à vraiment interagir, voilà. En plus, c'est le bébé le plus facile du monde, donc dans l'ensemble, je me plains de rien. Oui, bon. Voilà, donc Patrick, je veux te dire, il y a une lumière au bout de ce tunnel. C'est ce qu'on me dit, oui. Faudra qu'on en parle à un moment plus en longueur dans un rendez-vous bébé. On fera ça un jour. Mais en attendant, voilà, c'est ça. En attendant, on va dire bonjour à Christophe aussi. Comment ça va, toi ? Bonjour, ça va très bien, merci. En forme, prêt à parler de e-privacy ? Ah, complètement, oui. De la donnée, de la protection, etc. Magnifique. Tout à fait. Bon, bah écoute, du coup, on va se lancer tout de suite avec notre sujet principal, qui est justement un petit topo sur la, GRTDP-PDC et RGPD en français. Hein. Voilà, RGPD, RPDG, Non, RGPD. Non, j'y arrive pas. Règlement général pour la protection des données. C'est ça. Donc on va parler de ça en général et de la petite controverse e-privacy qui est née, enfin qui gronde depuis un moment, mais qui a fait un petit peu de bruit ces derniers jours, parce que c'est quand même un événement hyper important dans l'informatique, dans toute l'Europe. Et puis on va aussi parler ensuite du combat entre TF1 et les FAI qui continue, peut-être quelques impressions sur les Galaxy S9 et sur les Android P, sur Google Android P qui arrive, etc. Plein d'autres petites news intéressantes. Mais d'abord, comme promis, GDRP. Merde, non, c'est pas ça. RGPD. GDRP, c'est pas en anglais ? Non, c'est autre chose. RGPD, voilà. RGPD et e-privacy. Alors d'abord, le RGPD, pour ceux qui savent pas, on en avait déjà parlé il y a quelques mois, mais pour ceux qui savent pas, en gros, c'est un ensemble de règles et de lois qui visent à moderniser et à encadrer la gestion des données privées au niveau des entreprises. C'est ça ? Si je dis ça en quelques mots, j'ai bon ? Peut-être Christophe ? Alors, c'est la gestion des données personnelles. Donc c'est à caractère personnel, donc il y a une personne physique derrière.
Voilà. En privé, après, c'est une interprétation derrière de cette donnée personnelle et il y a plusieurs niveaux de données en fait que tu vas pouvoir manipuler. Tu as des données sensibles aussi qui rentrent dans un autre cadre derrière, comme les données de santé, d'appartenance à la religion, etc. Donc, ça veut dire que toutes ces données, c'est les données des clients ou même des employés qui sont concernés par ces règles de gestion? Dès lors où tu as une personne physique derrière, tu as une donnée et que tu sois effectivement un utilisateur ou un employé, tu es concerné à partir du moment où tu traites des données d'un individu. Tu traites, Alors, en gros, tous les cas où jusque-là tu étais forcé de faire une déclaration de fichier à la CNIL, bah voilà, t'es à peu près dans le scope de la loi aujourd'hui. D'accord. Et du coup, c'est d'après ce que je comprends à peu ou prou, si on fait une estimation au doigt mouillé, c'est le bordel parce que c'est énormément de choses qui changent. Et même si on avait 1 an, 18 mois pour commencer à se préparer, là dans 2 mois, il va falloir avoir enclenché les choses. Et j'ai l'impression que tout le monde y va à reculons, quoi. C'est le genre de truc qu'il faut faire, mais que personne a envie de faire et tout le monde se plaint et tout le monde. J'arrive pas à déterminer si c'est mal foutu ou si c'est juste que forcément, comme c'est des gros changements, tout le monde se plaint. Je pense que t'es dans le vrai. C'est que c'est comme un changement dans le calcul de tes impôts. C'est-à-dire que tout à coup, tu remets à plat un montage, qui fonctionnait pour toi jusque-là. Et puis en plus, ça pose des questions sur plein de choses et qui sont des questions récurrentes. C'est-à-dire que, par exemple, n'importe quelle grande plateforme ou grand site va te faire cliquer un accord sur ses conditions de confidentialité. Mais par exemple, on leur demande désormais de venir chercher, et c'est vraiment ça la base du règlement, de venir chercher le consentement éclairé de l'internaute. C'est-à-dire de lui dire, voilà, on va collecter telle et telle donnée pour tel et tel usage. Or, jusque-là, on ne donnait pas forcément ce genre d'informations, pas forcément pour te cacher quoi que ce soit, mais juste parce que Google, au moment où il récupère des données sur, je sais pas quoi, le contenu de tes messages, ta localisation et le reste, a pas forcément encore une idée précise de tous les services qui pourront en découler. Donc autant pas être limitatif dans la liste des applications. Là, tout à coup, ça va devenir beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire qu'il va falloir être beaucoup plus précis et prendre des engagements face à l'internaute. Quitte à les mettre à jour régulièrement, mais à revenir chercher reposer la question à chaque fois. Ouais. À reposer la question, à revenir chercher un consentement explicite, éclairé, informé. Donc évidemment, c'est pas des choses qui vont faciliter la vie de qui que ce soit, de situer une entreprise, une plateforme, un site qui manipule des données personnelles. Du coup, concrètement, avant qu'on passe à la question de l'implémentation, à quel point c'est pratique, on va dire. Mm-hmm. Concrètement, ça donne quoi, peut-être, Christophe? Qu'est-ce que ça veut dire pour une entreprise qui doit implémenter cet ensemble de mesures? Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut changer les logiciels, faut engager des nouveaux développeurs, il faut des juristes pour dire comment ça va marcher. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire pour les gens qui bossent au quotidien? Les juristes, c'est une bonne chose déjà pour arriver à comprendre un petit peu cette loi, parce que c'est un peu le bazar. Alors, il faut savoir qu'en fait, il y a 2 niveaux. C'est d'abord un règlement européen qui a été passé. Et après, il y a les applications dans les pays d'États membres en fait. Et le problème, c'est que les lois en France arrivent un peu plus tard, et on a quand même la date fatidique de la mise en pratique qui est au 25 mai. Donc le bazar, si on peut dire, qu'il y a derrière, c'est que c'est le rush final en fait. Tout le monde se précipite pour arriver à comprendre ce qu'il faut faire et à démêler un petit peu tout ce qui est dit là-dedans. Donc c'est pour ça que les juristes, il y a beaucoup de business qui se montent là-dessus, de boîtes de conseil pour accompagner justement les entreprises à implémenter la RGPD, être conformes. Il y a du bon et du mauvais. Il y en a qui viennent juste pour se faire de l'argent. Concrètement, en fait, les premières choses à regarder, c'est alors, je vais parler du prisme du côté d'une entreprise. Est-ce que tu vas avoir à traiter des données personnelles toi? Donc, est-ce que, par exemple, quand tu vas proposer un site web et que tu vas collecter des données, là, effectivement, tu rentres dans le cadre où tu vas avoir des données d'utilisateurs qui peuvent être assez massifs. C'est la cible principale de ce règlement-là. Et du coup, qu'est-ce que je dois faire de ces données? Est-ce que je dois rentrer en conformité? Comment je dois les traiter? La durée de vie, le consentement, etc. Il y a d'autres sociétés qui sont juste des intermédiaires. Donc, les éditeurs de logiciels, par exemple, que je connais par mon milieu professionnel, eux sont moins concernés, c'est-à-dire que nous on va pas traiter des données, c'est-à-dire qu'on va fournir des logiciels qui vont être utilisés par d'autres sociétés qui elles-mêmes vont du coup traiter des données par ce logiciel. Et eux ont un autre travail à faire qui va être plus de donner les moyens, ou en tout cas informer la société qui va utiliser ce logiciel comment
être capable d'aller utiliser les outils pour tracer l'utilisation des données, supprimer les données qui sont obsolètes, etc. Du coup, effectivement, ça a l'air un petit peu compliqué en fonction de où on est dans cette chaîne. Et je reviens à ce que tu disais, Cédric. C'est quand même un énorme bordel à mettre en place, on est d'accord. Moi, je me pose la question du coup de la légitimité, et je suis sûr qu'il va y avoir des gens qui auront des avis très divers parmi les auditeurs, parce que c'est le genre de problématique où, oui, en théorie, idéalement, il faudrait que tout ça soit parfaitement établi, parfaitement clair, parfaitement traçable. Donc, oui, il faut, mais en pratique... d'une part, ça peut devenir une entrave à certains types de développement intéressant au niveau technologique, parce qu'il faut penser à tout en amont, alors qu'en fait, tu sais pas forcément, et du coup, tu vas reposer la question 1000 fois. Et du coup, si tu reposes la question 1000 fois, est-ce qu'on tombe pas dans une implémentation du type de ce qu'on a pour les cookies, qui sont oui, il faudrait le faire, mais quand on le fait, tout ce que ça veut dire, c'est qu'on clique OK, fermer le petit bandeau 10 fois quand on va sur un site, et en fait, en plus de ça, franchement, tout le monde s'en fout, quoi. Enfin, je pense qu'il n'y a pas une personne au monde, une personne qui pense que c'est important de pas avoir des cookies, il va avoir d'autres moyens que ce petit avertissement. Attention, on collecte des données sur vous. Donc oui, mais l'information, c'est quand même toujours mieux que le défaut d'information. Après, moi, je pense pas que le problème d'implémentation, il sera sur la recherche du consentement, parce que c'est quelque chose que tous faisaient déjà, peu ou prou. Bon, ils le feront un peu différemment, ou ils le feront, tu vois. Moi, j'ai encore reçu un mail ce matin de Microsoft disant, tiens, nous avons mis à jour nos conditions de confidentialité, etc. Là, il y a des choses qui peuvent être améliorées en termes de lisibilité. Il y a d'autres choses quand même dans le règlement qui là vont poser des soucis techniques. C'est pas tant des choses comme il y a une chose sur l'inscription des enfants à un réseau social. Alors après, comment il faut définir dans la loi ce qu'est un réseau social, mais où là l'Union européenne a estimé que ça devait se trouver entre 13 et 16 ans et laisse chaque pays définir clairement ce qui va se passer. Chez nous, je crois que c'est 15, mais ça c'est pas très compliqué à mettre en place non plus. Mais ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'utiliser un réseau social avant 15 ans ? Si, mais avec l'autorisation des parents. Oui, c'est ça, d'accord. Voilà. Mais après, ça veut dire qu'il faut pouvoir prouver, tu vois, c'est-à-dire que comment sais-tu qui est ton papa ? C'est parce que ta maman te l'a montré. Donc voilà, il y a des histoires de mécanismes de la preuve. Il y a des choses, disais-je, où ça peut poser des vrais soucis techniques. Il y a une obligation, une nouvelle obligation sur la portabilité des données. Pour dire, imaginons, tu veux migrer d'un réseau social à un autre, eh bien, tu dois pouvoir demander, un peu comme un opérateur mobile, demander à ton opérateur, en clair à ton réseau social actuel, de faire migrer tes données lui-même, sans même passer par toi, vers la nouvelle plateforme. Ça paraît quand même un tout petit peu chaud, parce que d'abord... Enfin, tu vois, comment est-ce que tu récupères les données de l'un à l'autre, parce qu'il faut évidemment que ces données soient structurées. Alors, pour des photos, on comprend bien comment ça peut marcher, mais est-ce que les métadonnées, enfin, ça pose plein de questions. Ouais, et puis les contacts, et puis du coup, si tu fais migrer les contacts et que tu te retrouves sans même que la personne qui est sur l'autre réseau se retrouve en contact avec, enfin, si toi tu as un contact sur Facebook et puis que tu as tu commences à utiliser Newbook et que tu dis je veux que Facebook fasse migrer mes données sur Newbook, peut-être que sur Newbook, Cédric avec qui j'étais en contact sur Facebook, il veut peut-être pas être en contact avec moi sur Newbook. Par Donc, exemple, là aussi, mais ça peut poser ça va un problème. peut-être pas faire évoluer tes contacts, parce que là, ça implique quand même une sorte de démarche positive pour se connecter sur la nouvelle plateforme. Mais il y a des choses sur lesquelles ça posera moins de soucis. C'est-à-dire que, par exemple, de fait, tu pourrais changer de service de mail, parce que le mail, ça, c'est un truc vachement bien structuré, tout le monde sait comment ça fonctionne. Mais il y a raison, ça pose plus de questions. Il y a des choses sur lesquelles ça pourrait marcher pas mal aussi. Si j'ai envie de passer d'Apple Music à Spotify ou l'inverse, exporter, importer des playlists, il y a déjà des gens qui faisaient ça de manière artisanale, mais tu as raison que sur un réseau social, par exemple, qui est quand même une machine, un truc extrêmement complexe, avec des données de plein d'ordres sur tes contacts, tes connexions, tes citations, les choses que tu publies, est-ce que c'est du texte, est-ce que c'est juste du commentaire d'une photo, est-ce que c'est de la vidéo, oui, mais quel format, enfin...
Là, c'est quand même très très chaud. Donc, je pense que là, le règlement va arriver un peu en brèche face à des questions de faisabilité. Et là où je rejoins ce que tu disais tout à l'heure, c'est que de fait, imagine que toi, justement, tu as envie de lancer ton nouveau réseau social à toi. Bah, tout à coup, tu vas avoir déjà une obligation dans ton cahier des charges qui va être de pouvoir accepter les données venant d'autres réseaux sociaux, ce qui n'est pas une mince affaire. C'est là où, de fait, ça pourrait être... Bon, c'est à la fois un encouragement parce que si tu lances New Book demain, bah c'est chouette. Si justement tu as un règlement européen qui force Facebook à laisser les gens migrer vers toi en emportant leurs données, ce qui est quand même un souci au moment où on a envie de quitter un service, mais en même temps, ça veut dire qu'il faut que ce soit possible chez toi. Donc, et puis si tu veux passer de Facebook qui fonctionne d'une certaine manière à, par exemple, Twitter ou Instagram ou Snapchat, peut-être que Snapchat n'est pas considéré comme un réseau social, mais un autre réseau qui fonctionne différemment, comment faire rentrer le carré Facebook dans Exactement. le rond, ouais, c'est pas évident. Est-ce que toi, Christophe, en tant qu'utilisateur, tu vois, enfin, quand tu regardes les règlements que tu connais avec ton regard d'utilisateur plutôt que ton regard de développeur, d'informaticien, tu y vois aussi des trucs où tu te dis ah ouais, non mais là ça risque d'être un peu chaud, ou alors est-ce que tu te dis oui, ça va être un peu chaud, mais c'est quand même des choses nécessaires parce que c'est tellement l'Eldorado depuis les années mi-90 2000 que maintenant faut remettre un peu d'ordre dans tout ça, et oui, ça va être le bordel, mais c'est un bordel nécessaire pour qu'on réussisse à s'y retrouver au final, quoi. Clairement, avec ce règlement, ils sont passés de quasiment rien à ils ont mis la barre très haute sur la gestion des données. Ça, c'est clair. Donc, il va y avoir du bordel un peu partout. Ça, on est à peu près d'accord. Après, je reviens sur ce que disait Cédric. Faut faire attention à la donnée qui est concernée par la portabilité. Toutes les données sont pas forcément concernées. C'est là, en fait, où le vrai travail est là. C'est quelles sont les données derrière qui vont être traitées. Et dans quel cadre elle rentre. Donc je pense pas que les playlists, par exemple, ça rentre dans le cadre de la donnée qui va être considérée comme devant être portée. C'est plutôt des données personnelles et qui sont en général fournies par la personne directement ou indirectement. Par contre, les données calculées, par exemple le résultat d'une analyse, d'un analytics, sont pas concernées puisque c'est le fruit du travail de la plateforme qui sont pas là. Bah du coup, c'est juste quoi, ton âge, ton sexe, ton lieu de naissance. Non, c'est plutôt aussi les données que toi tu avais déposées sur le réseau. Ah oui, d'accord. Alors, donc les mises à jour que tu as fait, voilà, d'accord. Voilà. C'est ça. Oui, c'est l'activité que tu as générée, les données que tu as fournies, l'activité que tu as générée dessus. Donc les mails en font partie clairement, comme disait Cédric. Les mails, c'est un bon exemple et ça en fait partie et c'est quelque chose qui est compréhensible par à peu près tout le monde. Alors d'un point de vue utilisateur, du coup, pour revenir sur ta question, moi je trouve ça intéressant parce qu'effectivement, on rejoint le travail qui a été fait sur l'aspect mobile et la portabilité du numéro de téléphone. Donc ça s'applique bien aux mails. Après sur les réseaux sociaux, clairement. Non, enfin, j'ai pas intérêt à porter mes données sur un réseau social. Par contre, je suis curieux effectivement de la transparence et de savoir effectivement ce qu'il en est fait derrière de mes données, quelles sont les données vraiment qui sont récupérées et à quel usage. Mais ça, c'est Facebook a déjà commencé pas mal à parler là-dessus, c'est ouvert un petit peu sur la transparence. Alors effectivement, c'est pas non plus le grand rêve, mais au moins ils communiquent dessus. C'est un peu moins obscur et ça, en fait, ce règlement va dans ce sens-là, mais évidemment diffusé à tout le monde. Ouais. Ce que je dirais effectivement, c'est que même si c'est le bordel, même si la plupart des utilisateurs vont cliquer sans vraiment s'en préoccuper et vont même pas comprendre, il y a des gens qui pourront aller chercher. C'est un petit peu comme les chercheurs en sécurité. Tout le monde va pas aller faire des recherches hyper poussées en sécurité informatique, mais il y a des gens qui vont s'y intéresser et qui vont pouvoir lever les lièvres quand c'est nécessaire. Donc là, oui, je peux comprendre qu'effectivement, et puis peut-être que on pourra adapter quand il y a des choses, on voit ça marche vraiment pas, ça pourra être, on pourra revenir un petit peu en arrière, mais au moins il y a quelque chose qui est fait et effectivement c'est quelque chose de nécessaire à un moment. Alors comment, pourquoi, surtout, je sais pas, mais il y a surtout un truc qui change clairement avec le RGPD, c'est que maintenant en fait ils ont une force pour réprimer en fait les entreprises qui n'ont pas fait le nécessaire et avec des niveaux d'amende assez dissuasifs puisque c'est calculé par rapport au chiffre d'affaires généré par la plateforme. Donc t'imagines que Facebook et Google ont des chiffres d'affaires assez conséquents, donc ils peuvent taper très fort maintenant et ça change vraiment. Donc en fait ça va vraiment inciter les fournisseurs à implémenter comme il faut ces données là sous peine d'avoir une belle grosse amende. Il y a un autre volet dont je ne sais pas à quel point il est séparé et différent, mais qui a fait un petit peu de bruit, comme on disait, c'est cette histoire de e-privacy, qui est peut-être un autre terme pour un petit peu une autre facette de la même chose, et qui a un petit peu mobilisé les médias cette semaine. Et moi, je vous avoue que j'ai pas très bien compris. Est-ce que Cédric, tu peux nous dire un petit peu ce qui se passe? Quel est le problème là, qui est peut-être un problème un peu différent?
Alors, excuse-moi, parce que j'ai raté le milieu de la phrase. Ah, pardon. Je disais cette histoire de e-privacy, les médias européens, j'ai l'impression, ont fait un petit peu une levée de bouclier. Quel problème ça leur pose à eux spécifiquement, cette histoire de e-privacy? Alors en fait, l'histoire, c'est que les médias européens sont en train d'essayer, par exemple, de créer des plateformes communes, justement, par exemple, pour aller chercher le consentement de l'internaute, mais d'une façon unique, un peu comme si t'étais face à un kiosque. Et en gros, ils estiment que les nouvelles règles sont assez drastiques et les mettent sur un pied d'inégalité face aux grandes plateformes qui ont déjà l'essentiel de ces données et qui ont plus de facilité à les recueillir au travers non seulement de leur propre service, mais des cookies qui peuvent disséminer partout. Je pense à Facebook, enfin de ce genre de choses. En gros, c'est ça. La complainte, c'est de dire attendez, on se bat. Nous, quand même, on n'est pas YouTube, quoi. C'est ça. On n'est ni Facebook, ni Google, ni YouTube, et on a l'impression un peu de se battre avec une main attachée dans le dos. C'est un peu, ouais, je comprends. Et j'aurais plutôt tendance, si je voulais être complètement honnête, à aller du côté de ce type de problématique et de complainte. Mais en même temps, je trouve qu'il y a quand même une mécanique de quand c'est eux, on tape dessus, et quand tout à coup on nous demande de faire des trucs, ah bah oui, non mais vous comprenez pas, parce que nous on a ça qui va pas, il y a ça qui marche pas. Oui, mais nous on fait pas ceci, on fait pas cela. On a toujours, enfin je sais pas, c'est toujours plus facile de condamner quand c'est les problèmes d'un autre, quoi. Quand on nous parle de nos problèmes à nous, c'est de bonne guerre. Ouais, je trouve un petit peu. Donc effectivement, les médias européens ont fait une sorte de remontée de problématiques et là, bien sûr, eux, de fait, ils ont un porte-voix important puisque c'est des médias. J'imagine que les problèmes se posent chez toutes les sociétés du monde qui sont confrontées à différents types de problèmes. Donc je crois que tout le monde va se plaindre un petit peu jusqu'à la fin du temps. Avec quand même plus d'acuité sur les médias qui eux ont souvent un business basé sur la publicité, donc sur le ciblage, donc sur les données qu'elles sont capables de récupérer sur leurs utilisateurs. Tu veux dire que le problème des médias, enfin du web en général, c'est que ils ont besoin de plus de données et donc ça les touche plus fort que les autres? Oui, c'est pas juste comme comme un e-commerçant qui a juste ou une société de service chez qui tu as un compte et qui a juste à gérer proprement et sérieusement les données de ton compte. Là, c'est-à-dire en gros, est-ce qu'il va falloir demander le consentement de l'internaute à chaque fois, à chaque moment où il rencontre un de nos services de manière directe ou de manière indirecte au travers d'un cookie ou d'un embed dans un autre site, que sais-je encore, avec toutes les histoires de syndication, etc. C'est vrai que ça pose des questions très très pratiques et c'est là où justement ils estiment que c'est des choses qui vont de toute façon leur compliquer la vie au moment où ils sont face à des mastodontes qui rassemblent sur eux l'essentiel de la publicité en ligne. Mais quelle est la différence entre cette démarche et ce modèle d'affaires qui effectivement repose sur la publicité et donc l'établissement de profils de chaque utilisateur, etc., et le business de Twitter, Facebook ou Google qui ont finalement le même type de démarche qui sont on va faire de la pub et donc on a besoin d'un profil sur les utilisateurs. Ils sont plus gros et ils génèrent des centaines de millions, ok, mais sur le principe c'est le même problème, non? Oui, sinon qu'évidemment certains partent un peu plus tard et ont pas déjà les données que les grandes plateformes détiennent. C'est-à-dire que les règles changent, mais pas pour l'existant. C'est ça. C'est-à-dire on demande pas aux plateformes aujourd'hui ou au 25 mai de dire vous remettez à zéro toutes vos données, on reprend tout du début. Bien sûr que non. Non, bien sûr, mais les médias ont aussi les données de leurs utilisateurs. C'est pas quelque chose qu'ils n'ont pas. Enfin, ils font déjà de la pub. Oui, mais peut-être pas avec la même finesse ou avec la même richesse que les plateformes avaient. Enfin, donc ça veut dire que si les médias veulent en avoir plus de données, ils vont devoir, ça va se voir plus quoi que sur ceux qui ont déjà toutes les données. Et puis ils estiment aussi qu'évidemment c'est plus coûteux pour eux média par média de se mettre à jour de la nouvelle législation que des plateformes qui elles vont le faire une fois pour toutes.
Alors, si on regarde un petit peu vers l'avenir, comment vous voyez évoluer ce truc? Parce qu'on n'en a pas énormément parlé dans l'émission, mais c'est vrai que c'est parce que c'est des machinations internes de un petit peu chiantes finalement. C'est pas hyper sexy, mais c'est important aussi. Mais si on regarde vers l'avenir, comment vous voyez évoluer le truc? Est-ce que vous pensez que tout le monde va l'implémenter comme il faut au final? Est-ce que vous pensez que il y a des gens qui vont pas l'implémenter et puis bon, c'est pas grave, on va pas non plus trop s'en soucier? Est-ce que ça va être un outil, comme tu le disais Christophe, pour taper sur les gros et puis bon, quand ça va être au hasard Le Monde qui a des problèmes, bon bah ça va, c'est Le Monde, c'est un journal français, déjà ils sont pas hyper en forme parce que tout le monde est enfin toute la presse est en difficulté, donc on va pas en plus leur asséner 2% de chiffre d'affaires d'amende. Donc voilà, on passe ça discrètement derrière enfin, on n'en parle pas trop. Christophe, par exemple, comment tu vois évoluer le truc? Et puis je te pose la même question, Cédric. Alors clairement, dans un premier temps, alors on a parlé de la deadline au 25 mai, ils vont pas taper dès le 26 mai, ils vont pas débarquer chez Google et Facebook en disant vous n'êtes pas conforme, voilà, 15% de votre CA. Non, c'est vraiment dans une démarche pédagogique et d'accompagnement au début, donc je pense qu'ils vont laisser le temps aux entreprises, à partir du moment où elles vont démontrer le fait qu'elles sont dans la démarche d'implémenter ces règlements-là, je pense qu'ils vont laisser couler, ils vont peut-être les accompagner, répondre aux questions d'un point de vue juridique, et que petit à petit, ça va se mettre en place. Ça veut pas dire que d'ici là, il y aura pas des réformes au niveau de ce règlement là, mais non, je pense que c'est il est pas figé le règlement. Il est possible qu'il évolue en fonction des demandes de ce que rencontrent les groupes à l'implémentation, quoi. Tout à fait. Après, il y a des plateformes qui sont déjà conformes et des plateformes d'analytics et de profilage. Moi, je regardais par exemple la T-Internet qui édite la plateforme que vous connaissez sûrement, qui s'appelle Xiti. Alors maintenant, ça a été renommé, mais ils sont dans la région de Bordeaux, donc je les connais un petit peu. Et eux, en fait, sont déjà conformes. Ils expliquent vraiment la démarche. Ils ont beaucoup communiqué sur ce RGPD et l'implémentation qu'ils en ont faite. Et en fait, ils n'ont pas grand-chose à faire de plus que ce qu'ils faisaient au préalable auprès de la CNIL. D'accord. Donc, il y en a pour qui ça va pas forcément changer grand-chose, et d'autres pour qui ça peut devenir très compliqué à mettre en place. Tout à fait. Les réseaux sociaux, je pense que ça va devenir plus compliqué. Ouais. Cédric. Voilà. Pardon, vas-y, fini. Non, juste un truc, c'est que il y a sur le e-privacy, il n'y a pas que la donnée en ligne, il y a tout l'aspect collecte de la donnée et la donnée physique également. On parle de profilage sur les sites internet, on parle aussi de profilage dans les magasins physiques. Et t'en as parlé un peu, Cédric, sur la carte de fidélité, mais il y a aussi l'aspect géolocalisation indoor, les beacons et tout ça, qui vont permettre en fait de détecter que tu es dans tel bâtiment à tel moment. Et ça, c'est quelque chose qui va changer puisque dans ce qui est discuté sur le e-privacy, il y a possibilité de ne plus demander de consentement explicite afin de te localiser dans le bâtiment, par exemple. Donc le fait que tu rentres chez Carrefour le fait que Patrick va au supermarché à Helsinki chercher ses couches, on va le savoir maintenant, voilà, régulièrement. D'accord. Bon, en fait, il y a toujours des questions sur le fait de savoir si les informations sont comment dire, sont personnelles ou pas, sont nommées ou pas. C'est-à-dire que par exemple, il y a déjà des magasins qui mettent des petits beacons juste pour arriver à repérer l'adresse MAC de ton interface Bluetooth ou Wi-Fi et pour arriver à te suivre dans le magasin. À quoi ça leur sert? Soit dans des hypermarchés pour voir quel est le trajet finalement du client et est-ce qu'il y a des choses qui, tu vois, est-ce qu'ils ont des trous dans la raquette sur le fait de les faire passer devant tel rayon ou tel rayon? Est-ce que les gens qui partent directement à droite pour aller voir les biens d'équipement vont quand même voir les boissons qui sont à l'autre bout? Bon, bref. Et pour les petits magasins, ça leur sert à tester l'efficacité de leur vitrine, par exemple, à voir combien de gens passent devant la vitrine et combien de gens rentrent. Bref, tout ça là-dessus, il n'y a pas de nom. C'est-à-dire que en gros, c'est pas nominatif, c'est une donnée c'est pas nominatif, privée, personnelle, mais c'est ouais. Alors on pourrait tenter après, oui, c'est ça, de dire mais on a mis un beacon sur chaque caisse et à 18h40, c'est bien Patrick Béja qui est passé parce qu'il avait sa carte bancaire ou sa carte de fidélité. Bon, je pense qu'il y en a peu qui vont jusque là, mais après de savoir est-ce qu'il faut réguler avec une grande finesse ce genre d'usage précis. Bon, à voir, sauf si évidemment on le réconcilie avec des données nominatives ou là, mais à la limite, dans le cas du magasin, le magasin il sait déjà ce que tu achètes. Ouais. Ça rejoint une donnée en fait ça rentre dans le cadre du RGPD, parce qu'on a les données directes et indirectes, et si je fais le parallèle avec l'adresse IP physique sur Internet, ça rentre dans le cadre, puisque c'est une donnée qui t'identifie pas directement, mais qui est identifiable pour toi. Donc on peut refaire le lien pour te retrouver derrière. Bah, si on a que l'adresse MAC, c'est un peu compliqué quand même.
l'adresse MAC du téléphone, enfin ça, à mon avis c'est limite quoi. Enfin la question se pose. Non, c'est justement si on la reconnecte à ta carte de fidélité, c'est ça. ta carte bien de sûr, paiement, etc. Tout à fait. Exactement. La plaque d'immatriculation de ta voiture. Du coup, Horizon, pour conclure, je pose la question à Cédric. Horizon 3, 4, 5 ans, on en est où de ce règlement? Il est en place tel qu'il est, ça a provoqué des amendes ou alors il est un petit peu retravaillé? Enfin là, il est là pour rester, mais qu'est-ce qu'il devient? Oui, clairement. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi des processus dans le règlement, justement pour comment dire, fluidifier la gestion des conflits en passant par les régulateurs, c'est-à-dire par la CNIL chez nous ou ses équivalents ailleurs, avec même des choses pour simplifier en tout cas la saisine d'une autorité en cas de doute, en cas de souci. Tu disais tout à l'heure, oui, bon, évidemment, Google, Facebook vont le faire, mais est-ce que les plus petits le feront? J'ai envie de dire, plus tu es gros, plus tu as intérêt à le faire parce que les amendes et les pénalités éventuelles sont indexées sur ton chiffre d'affaires. Ouais, donc, à la limite, si tu es une start-up et que tu sais que les 5 premières années, tu vas faire 0 de chiffre d'affaires, tu prends pas un énorme risque en prenant quelques libertés ou en te laissant du délai pour tout implémenter. Mais je suis pas d'accord sur l'exemple sur Le Monde. Ça reste quand même un énorme site média, donc ce qu'ils feront ou qu'ils ne feront pas sera quand même immédiatement visible. Et je te rappelle que Le Monde est un média qui a des concurrents comme tout le monde et que les concurrents n'hésiteront pas à mettre un petit coup de coude à la CNIL en disant dites donc là, moi ici au Figaro, on regarde ce qu'a fait Le Monde, on n'est pas bien d'accord. Je dis Le Monde, mais je pensais à tous les médias et toute la presse française dans son ensemble. Ce que je voulais dire, c'est est-ce que c'est un outil pour taper sur Facebook et bon, les autres, tu vois, les petits Français, on va les laisser tranquilles, ou est-ce que ça sera tout le monde à la même enseigne? C'était plus ma question. Mais évidemment, ça va. Évidemment, les très, tu vois, selon que vous serez puissant ou misérable, les très gros seront très surveillés, bien évidemment. Bon, bah écoutez, voilà pour le petit topo sur le RGPD. J'ai réussi sur le RGPD et je suis sûr qu'on sera amené à en reparler d'ici quelques mois et quelques années. On va faire une petite pause pour avant de passer aux news et aux rumeurs. Je voudrais remercier les auditeurs qui choisissent de soutenir l'émission. Vous savez que c'est possible sur patreon.com/rdvtech. Si vous voulez que cette émission continue dans son business model tellement sain où vous pouvez choisir de soutenir ou non et de donner l'équivalent d'un petit café ou d'une petite bière pour un épisode que vous appréciez, et ben vous pouvez aller donc sur ce site patreon.com/rdvtech et vous pouvez faire comme Jean-Yves Couet, Lucas Tarasconi, Thomas, Grégoire Turca, David Catu, Nolan Rigaud, Grégoire Japio, Benjamin Nardini, JMC, Joris Delaplanche et Marc Pellerin et tous ceux qui choisissent de soutenir l'émission que je remercie du fond du cœur. C'est grâce à vous que l'émission existe. Et j'espère que vous appréciez le fait de pouvoir y contribuer comme vous le faites depuis très longtemps. On continue avec donc les news et rumeurs et c'est super parce que on a un journaliste spécialiste de la presse et des médias et de la tech qui va pouvoir nous dire tout ce qui se passe entre TF1 et les FAI qui visiblement sont en train d'enterrer l'âge de guerre. N'est-ce pas, Cédric? Tu peux tout à fait t'exprimer sur le sujet. Alors, ce que je peux te dire évidemment, c'est que je suis ravi de voir que la maison qui m'emploie et certains FAI trouvent des accords. Au-delà, je me garderai bien d'exprimer une opinion personnelle, d'abord parce que j'en ai pas vraiment une. Mais et puis d'abord et puis secondo parce que mon contrat m'interdit de faire ce genre de choses et que j'aime bien la maison qui m'emploie. Donc voilà. Mais on comprend c'est des questions qui vont se reposer. C'est des questions qui vont se reposer de manière cyclique entre tous les gens qui font du contenu et tous les gens qui le diffusent. Certainement. Mais je comprends bien que Cédric Ingrand est bâillonné par le grand capital. J'ai bien compris. Jamais de la vie, non, pas du tout. Moi, je suis dans une maison qui me laisse très très libre, mais je suis pas là pour commenter publiquement la stratégie de la maison qui m'emploie. Donc, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, TF1 a réussi à trouver un accord avec Orange. Canal a été contraint de rétablir TF1 sur certaines antennes qui étaient les seules antennes que pouvaient utiliser certains utilisateurs, puisqu'il y a une obligation d'utiliser son petit vapoteur, n'est-ce pas, Cédric? Pardon? Tu vapotes, c'est ça?
Non, ça devait être un parasite. Ah d'accord, pardon, j'ai cru. Ok. Bon, donc ce que je disais, c'est qu'il y a une obligation de diffusion, et donc Canal a été obligé de rétablir TF1, mais en même temps, ça pose la question de si Canal est obligé de diffuser TF1, mais que TF1 exige d'avoir de l'argent pour être diffusé chez Canal, qu'est-ce qui se passe ? Bah, on sait pas très bien. Visiblement, il y a eu un accord qui a été trouvé avec Orange, il y a eu un accord qui a été trouvé avec d'autres, et donc ça serait finalement un pactole qui est récupéré par TF1, moins important que les 100 millions qu'ils espéraient, mais quelques dizaines de millions quand même. Free fait de la résistance, c'est pas si surprenant. Il semblerait que les choses se règlent au final avec, comme on le disait, un accord entre deux sociétés commerciales qui finissent par tomber d'accord, justement. Ok. Voilà, je pense que les commentaires peuvent s'arrêter là. Et en attendant, puisqu'on parle de médias, il semblerait que Netflix soit en train de faire un deal avec Barack et Michelle Obama pour faire une émission chez eux, mais que Apple et Amazon soient intéressés. Et d'un autre côté, Disney est en train de produire une série Star Wars, enfin plusieurs, mais l'une d'entre elles sera dirigée par Jon Favreau. Et là encore, on se rend compte que les médias sont bien en train de changer. C'est juste une petite parenthèse parce que simplement, je trouve que ça pourrait être des émissions intéressantes. Voilà. Ah, mais c'est pas que une petite parenthèse, hein, parce que ce qui est en train de se passer du côté de Netflix et d'Amazon, parce que moi, ça y est, je commence à voir. C'est un peu comme si tu parlais à un envoyé du futur. Je parle pas de moi, hein. Mais les choses qui se dessinent devant nous. Et je pense qu'à la fin de l'histoire, Amazon va venir manger dans le bol de céréales de tout le monde, quoi. Moi, je ris parce que depuis des années, j'entends dans des gens qui disent ouais, mais Amazon, ils font même pas de bénéfices. Mais sombre abruti, lis le rapport. C'est pas qu'ils ne font pas de bénéfices, c'est qu'ils les réinvestissent de manière absolument forcenée dans l'infrastructure, dans les services, dans tout. Je sais pas si tu as déjà parlé dans le rendez-vous tech du rachat de Ring par Amazon. Et t'as vu cette Ring, c'est cette start-up qui fait une sonnette connectée. Une sonnette connectée, caméra, exactement. Un interphone connecté pour ta maison. Et je lui dis, tiens, Amazon met 1 milliard pour racheter ça. Ouais, ok, je vois pas bien l'intérêt. Ils avaient déjà des sonnettes connectées, enfin des ils avaient déjà des serveurs connectés, etc. Parce qu'ils ont un service qui permet maintenant aux États-Unis de te livrer, j'ai envie de dire, dans le vestibule de ta maison. C'est-à-dire à l'intérieur, de permettre au livreur d'activer une serrure connectée, d'ouvrir. Il y a une caméra qui le surveille à l'intérieur. Bon, bref, tout ça est assez bien organisé. Et on dit, ah ouais, c'est chouette, ok. Donc, du coup, on peut te livrer quand t'es pas là. Bah oui, là, mais là encore, c'est un truc à courte vue. Pouvoir te livrer quand t'es pas là, c'est mieux que stratégique. Parce que tout à coup, entre ça et Alexa et tout le reste, Amazon, ils vont finir par arriver à inventer le zéro-click shopping. C'est-à-dire, regarder tes habitudes, regarder les choses que tu commandes régulièrement, regarder tes goûts, et tout à coup, te livrer des choses que tu n'as pas demandé. En disant, finalement, mais que tu voulais. Vous aviez, oui, que tu savais même pas que tu voulais, en fait. Et que dont tu avais besoin, oui. Tu n'avais même pas encore réalisé que tu en aurais besoin. C'est-à-dire, par exemple, si j'ai bien compris, vous êtes à bout de dentifrice, hein, si mes calculs sont bons. Votre bébé, là, ses couches étaient en taille 2. Si mes calculs sont bons, là encore, vu le moment auquel vous avez commandé le berceau, vous êtes en train d'arriver en taille 3. Je vous ai mis 2 paquets de couches taille 3. Et de toute façon, c'est pas grave. Vous n'en voulez pas, mais cliquez ici sur l'application. Nous reviendrons les chercher demain matin dans votre vestibule. Vous en serez débarrassé et vous serez même pas facturé. Et tout ça s'appuie. Là, c'est pas des trucs au doigt mouillé, c'est-à-dire qu'on voit bien que c'est une stratégie qui est en train de se dessiner. Aux États-Unis, l'Américain moyen, la moitié des Américains sont abonnés à Amazon Prime. Je répète, la moitié des Américains sont abonnés à Amazon Prime. L'utilisateur Prime moyen dépense $1,600 par an, si mes souvenirs sont bons. Le but d'Amazon, c'est d'arriver à pousser ce chiffre jusqu'à $6,000 ou $7,000 par an. Et là, tout à coup, c'est pas juste les autres e-commerçants qui disent non, mais quand même, Amazon, ils sont quand même très grands, ils sont en train de manger mon breakfast. C'est tout le commerce traditionnel. Et la même chose se dessine du côté des médias. Amazon investit presque autant dans le contenu que Netflix. Alors qu'on regarde Amazon Prime Video et on dit bon,
un petit service bonus pour les gens qui ont Prime. Oui, mais non, mais d'abord on voit ça de France où le service est bien moins développé, où on n'a pas Alexa ou tout ça. Et là cette semaine c'était tiens, Amazon va peut-être lancer des comptes bancaires. Forcément, comme ça la boucle sera bouclée. On n'aura plus jamais besoin de sortir du monde Amazon, que ce soit pour les contenus, pour le commerce, pour l'épicerie, pour la banque, l'assurance, le reste. Je trouve ça merveilleux. Mais si tu veux, Jeff Bezos est l'homme le plus riche du monde de l'histoire de l'humanité. Il y a des raisons. Oui, bon, bah écoute, j'avoue que je devrais peut-être être inquiété par le futur que tu me décris, mais je sais pas pourquoi. Moi, il me paraît plutôt séduisant. Donc, mais je suis d'accord. Les deux à la fois. Vas-y, Christophe. C'est les deux à la fois, c'est que c'est séduisant et ça fait peur. Donc c'est peut-être grisant en fait, c'est ça le mot, mais de toute façon on y va. Hein. C'est clairement une stratégie globale d'Amazon et l'évolution nous le montre qu'ils sont pas prêts de s'arrêter. Hein. Ils sont partis de loin et tout ce qu'il y a déjà en plus comme service, c'est impressionnant. Après, c'est intéressant que tu aies regroupé ces news avec TF1 et Orange parce que on voit les nouveaux géants du streaming du web s'intéresser à ces contenus, hein, Barack et Michelle Obama, avant les médias traditionnels. Tu vois, avant on aurait pu voir des producteurs de contenu plus sur la télévision. Là, on voit les services de streaming qui se battent pour ce genre de contenu-là. Donc, on a aussi ce changement-là maintenant. On le voit clairement avec Netflix depuis un certain temps, mais là, sur un documentaire comme ça, c'est encore plus parlant. Ouais. Avançons un petit peu pour parler du merveilleux futur de l'informatique et de l'internet. Jack Dorsey a évoqué l'idée que ils étaient en train de faciliter le fait de pouvoir se vérifier sur Twitter et ça m'a fait penser à un truc. Donc en fait l'idée serait que n'importe qui peut pouvoir s'auto-vérifier sur Twitter avec une petite formalité rapide. Et ça m'a fait penser à un truc. On parle souvent dans l'émission des problèmes que pose Twitter et du fait que on pensait que donner la parole à tout le monde, ça donnerait un monde de liberté infinie, et que de fait, ce qu'on constate, c'est que plutôt que la liberté infinie, c'est que quand on entend tout le monde, eh ben, on entend aussi des trucs ignobles et ça noie les voix intéressantes et la facilité avec laquelle se diffusent des informations, on va dire néfaste pour englober un certain nombre de caractéristiques, ça souille le rêve de l'internet libre et beau. Et donc une des solutions auxquelles je pensais, moi, qui a provoqué des réactions sur Twitter, c'était un noyau interne à Twitter qui serait un Twitter où tout le monde est vérifié. Et on pourrait choisir de ne suivre que, genre, le noyau interne ou Twitter dans son ensemble. Donc Twitter, tel qu'il existe aujourd'hui, ne disparaît pas, et certainement il a des avantages dans certaines régions du monde, notamment où l'anonymat est hyper important, parce que sous certains régimes, on peut pas dire ce qu'on veut et ce qu'on pense. Mais quand on constate ce que fait cet anonymat dans nos sociétés occidentales, moi j'ai l'impression qu'il fait plus de mal que de bien dans certains contextes, et donc donner une option pour avoir un Twitter core, un Twitter où tout le monde serait plus ou moins identifié, je me demande si ça pourrait pas proposer un service plus intéressant pour certains utilisateurs comme nous, et donc avoir ces deux niveaux de Twitter. Est-ce que et du coup Jack Dorsey qui dit on peut avoir un moyen d'avoir de la vérification plus facile. Il suffit ensuite de dire vous n'évoluez que dans le Twitter où tout le monde est vérifié facilement avec un switch qu'on peut activer et désactiver. Je me demande si ça peut pas être une bonne idée. Je suis curieux. Cédric, par exemple, qu'est-ce que t'en penses? Il y a déjà TweetDeck te permet de faire ça, par exemple, de filtrer en disant je ne veux que les utilisateurs des utilisateurs. Oui, mais comme c'est difficile d'être validé aujourd'hui, là on pense à quelque chose de beaucoup plus facile. C'est simplement pas pour dire telle personne est une célébrité, mais plutôt telle personne est effectivement une personne derrière son compte et pas un profil vérifié. C'est ça, un profil vérifié. Ne serait-ce que déjà arriver à filtrer les bots, arriver à exactement. Les comptes spam ouverts un seul jour, etc. Oui, bien sûr. Ça, ce serait pas. Alors, est-ce qu'ils vont inventer une sorte de nouveau niveau de vérification? C'est ce qu'ils semblent dire, oui. Voilà. Un niveau de vérification plus simple. Mais ça va leur poser quand même des problèmes de gestion du truc, parce qu'il faut à un moment qu'une personne clique en disant ce profil est validé. Or, je te rappelle qu'évidemment, comme toutes ces plateformes, Twitter a environ un employé pour 100 000 utilisateurs, quoi. Ouais, bien sûr. Moi, je me dis que l'idée est quand même pourrait être
essayer. Et je sais que ça pose des problèmes. Il y a plein de gens qui m'ont répondu mais tu te rends pas compte, ça veut dire que on relègue le reste de Twitter à mais quel reste de Twitter si toutes les vraies personnes peuvent être validées? Le problème c'est les pays. Non, mais le problème c'est les pays où on ne veut pas, où on veut rester anonyme justement. Et il y en a beaucoup. Bien sûr, d'accord. Tout ce qui est printemps arabe, tout ce qui est, il y a énormément de mouvements qui utilisent les réseaux sociaux pour coordonner des choses qui seraient impossibles autrement. Et évidemment, ça c'est hyper important, mais ça serait toujours possible, je pense. C'est juste qu'il y aurait Twitter Core et Twitter classique, et les deux seraient accessibles juste en changeant un interrupteur, quoi. Mais bon, bref, à voir. Ce qui est sûr, c'est que il faut faire quelque chose, je pense. Après, faut pas que Twitter perde, son cœur de cible fait ce qui a fait ce que j'aime en tout cas dans Twitter, moi, c'est le fait de pouvoir effectivement découvrir d'autres gens, d'autres personnes, des choses qui t'arrivent en fait. Donc il faudrait pas si chaque vraie personne peut être vérifiée, du coup, c'est plus une élite qui est vérifiée, c'est tout le monde, tu vois. Même moi, par exemple, je pourrais être vérifié, ce qui est pas le cas aujourd'hui. N'est-ce pas, Twitter, malgré mes multiples demandes? C'est ça, faut trouver le bon curseur au milieu. Ouais. Tout à fait. Mais le seul curseur, en fait, ça serait si c'est une vraie personne qui veut dire je suis effectivement une vraie personne. C'est juste pour éviter les trolls ou supprimer c'est une question sur l'anonymat, en fait. C'est ça le problème. En même temps, quand on voit les commentaires Facebook, on se dit que ça règle pas forcément tous les problèmes de ne plus être anonyme, parce que même les gens qui postent sous leur vrai nom, parfois, ça les gêne pas de. Bref. Une autre, puisqu'on parle de Facebook, cette histoire de VPN qui est encore pire qu'on ne pensait, Cédric, ça avait l'air de t'intéresser ce sujet de Onavo là. C'est pire que tout. Onavo, c'était une application qui était un VPN gratuit mobile. Facebook l'a racheté. Et alors tu peux dire c'est bien, ça permet d'utiliser un VPN pour se connecter. C'est pas mal quand on est sur des connexions pas sécurisées, tout ça, etc. Oui, mais sinon apparemment ce que Facebook en faisait était quand même à la limite de la correctionnelle. C'est-à-dire qu'en gros, tes communications étaient cryptées, sauf pour l'application, évidemment. Du coup, ça permettait à Facebook de continuer à te traquer quand tu utilisais un VPN pour chiffrer tes communications, pour que même l'opérateur que tu utilises ne sache pas où tu allais. Alors, je sais pas si c'était si clairement énoncé que ça. Ils étaient relativement de honnêtes sur le truc quand même. Je sais plus si on en a parlé la dernière fois, mais ils disaient on utilise vos données pour améliorer nos services et pour certains trucs. Ouais. Tu vois, ils le disaient. L'idée, c'était de. C'est presque de la novlangue. Hein, mais pour moi, l'idée, c'était si t'es dans un aéroport ou dans un hôtel ou machin, tu te dis je sais pas trop, c'est un réseau ouvert, je vais utiliser ce truc. Oui, Facebook saura où je vais, mais de toute façon, Facebook sait déjà tout ce que je fais. Donc voilà, c'est un moyen facile d'utiliser un VPN, non? Ouais, sinon c'était un VPN qui continuait à collecter tes données même quand il était éteint. Oui, alors ça, c'est un autre problème, effectivement. Pas mal. Ça, effectivement. Si j'en crois le papier de Gizmodo, je crois que j'ai lu, c'était quand même... c'est là où je dis que, voilà, c'était pas... c'est à la limite de la correctionnelle, quand tu dis, ouais, effectivement. Voilà. C'est que même quand tu n'utilisais pas le VPN, en fait, il collectait quand même tes données. Donc, comme quoi on a peut-être besoin du RGDP, hein, mine de rien. RGPD. Mon Dieu, c'est pas RGPD. Moi, j'aime pas trop l'expression, où on te dit si c'est gratuit, c'est toi le produit. Parce que c'est un peu con. J'écoute Europe 1 gratuitement le matin, j'ai pas l'impression d'être un produit. Mais en revanche, là, quand même, là, ça allait quand même un petit peu loin, quoi. Ça, tu peux l'étendre à tous les fournisseurs comme ça qui vont te proposer un accès Internet. Hein. C'est-à-dire que Facebook qui va offrir la 4G dans les pays en développement, Google qui offre la fibre, les DNS gratuits Google, tout ça, en fait, c'est le même combat. Hein. Oui, tout à fait. Justement, en parlant de Google, transition toute trouvée. Android P est désormais disponible en preview pour les développeurs. Christophe, est-ce qu'il y a des choses intéressantes dans cette nouvelle version? Enfin, on se souvient que depuis un moment, Google fait plus la grande fanfare à la sortie d'une nouvelle version de leur OS mobile, contrairement à Apple. Mais il y a parfois des trucs intéressants. À quoi on peut s'attendre avec Android P?
On peut s'attendre à récupérer des notches, des encoches sur tous les téléphones Android, borderless, bientôt. Alors, on l'a vu déjà avec pas mal de téléphones qui sortent ou qui vont sortir, qui sont de plus en plus borderless, et effectivement, ils intègrent une encoche en haut de l'écran, à droite, enfin partout où il y a besoin de mettre une caméra. C'est ça, comme on disait la dernière fois, il faut bien mettre la caméra quelque part. Donc Et voilà, tant qu'on peut pas la mettre derrière l'écran, on la met quelque part au milieu. Ce qui pourrait arriver bientôt, ceci dit, mais... Tout à fait. Bon, en l'état, en fait, Google va intégrer dans sa plateforme, donc d'Android directement, la gestion du notch et du cutout, donc de fait de pouvoir découper la barre de notification en haut pour intégrer une partie où il y aura une caméra. Ça, c'est le plus gros changement, on va dire. Après, il y a des améliorations un petit peu globales dans le système. Ils vont encore une fois retravailler le système de notification, donc le Notification Center qui défile en haut de l'écran pour être plus fluide, mieux intégré, moins chargé, etc. Avoir les réponses intelligentes. On avait vu l'application Google Reply qui permet d'intégrer en fait les réponses comme on avait dans Google Allo dans l'ensemble des applications de messagerie globale au système. Il y a des améliorations de sécurité également puisqu'ils vont restreindre l'accès aux micros, aux caméras et à globalement tous les capteurs, GPS, etc. pour les applications qui seraient en tâche de fond. Donc ça va diminuer les risques de te faire traquer. Ça, je comprends pas qu'il l'ait pas fait plus tôt quand même, mine de rien. Je suis assez surpris. Oui. Au moins, tu vois enfin bon, bref. Mais oui, donc c'est en cours, ok. D'autres choses, je crois que c'est pas la. Si. Oui, vas-y. Il y a un truc intéressant, le fait qu'ils vont intégrer dans le système aussi la gestion du multicaméra, c'est-à-dire qu'ils vont intégrer dans le système le fait de pouvoir utiliser en même temps plusieurs caméras. Donc ça, c'est typiquement les téléphones qui vont avoir deux capteurs de photos sur le dos. Ils vont pouvoir être capables de les allumer en deux fois, les deux en même temps, et de faire des traitements simultanés. Donc ça va être les cas d'usage unifiés pour Android pour toutes les implémentations qu'on peut avoir sur les différents constructeurs. D'accord. Qui vont avoir les effets de profondeur, le bokeh, etc. Voilà. Après, il y a des performances, il y a le menu volume qui a été retravaillé, youpi. Ouh, pas mal. Et non, mais c'est un vrai sujet de fond sur Android, ça, le menu volume. Pour te dire. Et puis il y a un truc pas mal, c'est qu'ils vont commencer en fait à déprécier des anciennes versions des SDK, ce qui veut dire que les applications sur le store qui sont pas mises à jour depuis un certain temps, donc qui tournent avec des vieilles versions d'Android, mais petit à petit elles vont plus être supportées. Et ça jusqu'à présent. Ouais. Donc il va y avoir un petit peu de ménage qui va être fait au-delà d'Android 4. Donc forcer un petit peu le renouvellement des applications et du coup des téléphones peut-être aussi. Ouais, ça c'est une très bonne chose parce que ça pousse tout l'écosystème finalement. Ça pousse non seulement les applications, mais peut-être aussi dans une certaine mesure, même si bon, j'ai pas énormément d'espoir, mais ça peut pousser les constructeurs du coup à se dire si Google commence à déprécier les anciennes versions des OS, peut-être que à l'avenir il faudra réfléchir à mettre à jour les OS de nos téléphones, au moins une ou deux versions, quoi. Non, t'as pas l'air de trop y croire, Cédric. Si. Et ça va aussi avoir un effet bénéfique qui va être de pouvoir faire un peu de ménage automatique dans l'App Store. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ce qui s'est passé avec iOS 11 chez Apple, où tout à coup, voilà, les applications plus supportées, elles sont plus supportées. C'est vrai que en plus les fabricants sont à un tel rythme qu'ils ont un peu de mal avec les mises à jour. C'est pour ça que c'est dans l'ensemble une bonne idée d'aller chercher soit un téléphone directement chez Google, soit par exemple dans les derniers Nokia, parce que Nokia fait du du pur Android, où donc dès le jour où la mise à jour d'Android est disponible, elle est disponible pour toi. T'as pas besoin d'attendre que Nokia te fasse ta mise à jour. Et ça c'est une super bonne nouvelle et ça marche très bien pour ceux qui ont lancé l'année dernière et ceux qui ont lancé au Mobile World Congress le mois dernier sont vachement réussis. Ça permettra de régler pas mal de problèmes, mais il va se passer plein de trucs là sur les smartphones. On attend tous le 27 mars pour découvrir le nouveau Huawei P20 avec ses multiples objectifs. Toujours plus. Donc voilà, toujours Quand plus. Tu dis multiples, tu veux dire plus que 2? J'ai pas entendu parler du P20. Eh bien, tu en entendras parler. D'accord, ok. Un petit teasing, très très bien. Bon, un autre teasing qu'on peut faire, c'est celui de l'utilisation de la blockchain pour les banques. Et alors, il y a énormément de fintech, de financial tech qui s'intéressent à la blockchain depuis des mois, voire des années, ça on le sait. Mais la raison pour laquelle je l'évoque, c'est un article de Bloomberg qui évoque l'idée que les bitcoins et les ICO et le blockchain, ça fait un petit, enfin même pas
pas vraiment le blockchain, mais Bitcoin et ICO, ça ressemble un petit peu à une bulle du dot-com bubble des années 2000, du début des années, on va dire 99, début 2000, et que le crash qui est a priori inévitable sur le Bitcoin et les ICO, eh ben ça pourra nous donner des trucs aussi importants que les Google, les Facebook et les autres grands trucs qui sont arrivés sur le net après le crash du dot-com boom des années 2000. C'est une idée intéressante parce que c'est vrai que alors on l'a déjà évoqué, c'est pas non plus une idée révolutionnaire, mais c'est vrai qu'on pense souvent au Bitcoin en tant que ce qu'il est aujourd'hui, et je me fais souvent remonter les bretelles par les fans de la technologie des crypto-monnaies et du blockchain qui me disent « Ah, mais oui, mais tu comprends pas, dans tant de temps, la technologie est enthousiasmante », ce que je ne nie pas du tout, mais est-ce que vraiment on peut imaginer que ça donnera des évolutions technologiques aussi importantes que celles qu'on a eu avec le dot-com boom, et puis surtout que cette période tumultueuse peut donner naissance à des géants comparables à Google et Facebook tels qu'ils ont émergé au milieu des années 2000. Qu'est-ce que vous en pensez, peut-être Cédric ? Ça me paraît presque inévitable. C'est-à-dire que on dit oui, le boom le dot-com boom de l'an 2000, mais il faut pas oublier que finalement toutes les promesses qui avaient été faites avant le boom, elles ont été tenues. Alors après, il y a des questions de calendrier et puis le fait qu'il y a eu un phénomène de revers l'or, et on est un peu face à ça aujourd'hui. Mais oui, je vois pas comment le futur passera au travers de la blockchain. Ça me paraît est-ce que c'est cette version-là? Est-ce que c'est la blockchain qu'on connaît là? Est-ce que c'est Ethereum? Est-ce que c'est d'autres choses qui sont en train de s'inventer? C'est vrai qu'il y a plein de trucs qui relèvent de l'immense n'importe quoi. Il y a plein de projets qui sont... Alors il y a des escroqueries, il y a des choses qui sont de bonne foi, mais qui justifient pas le niveau d'investissement que les gens ont mis dedans. Et puis il y a des choses qui sont très prometteuses s'ils arrivent à les faire, et il va se passer énormément de choses. Mais c'est vrai que moi je vois effectivement tous les jours en faisant ma veille passer, on va dire 2 ou 3 escroqueries. Qui genre un tel ICO s'est terminé par la société qui a disparu, qui a fermé, le site n'est plus accessible, ils ont récupéré 2 millions, enfin vraiment c'est tous les jours. Et pour 2 ou 3 escroqueries, on va dire un truc hyper enthousiasmant, genre une modification de des algorithmes du type de technologie de crypto-monnaie qui fait que ça consomme beaucoup moins d'électricité, les transactions peuvent s'effectuer pour quasiment rien comment dire, pour aucune comment on dit cette somme qu'on donne, voilà, sans aucun frais et quasiment en quelques secondes, enfin parce qu'aujourd'hui avec le Bitcoin ça prend très longtemps et ça coûte très cher, et donc c'est vraiment, il y a une sorte d'effervescence qui oui est pas forcément complètement différente de celle qu'on pouvait voir fin 90 début 2000 quoi. Oui, très clairement. Et le plus intéressant souvent sont des choses qui utilisent des technologies qui sont celles de la blockchain, sur l'authentification, sur tout ça. Et après, il faut aussi, pour que ça marche et pour que ça ait l'impact que beaucoup lui prédisent, il faut que ça redescende, j'ai envie de dire, au niveau des utilisateurs et pas que ce soit un truc de hobbyiste. Enfin, tu vois, regarde, moi je sais, au début des années 90, tout ça ne nous rajeunit pas, quand PGP est arrivé, tout à coup on pouvait chiffrer ses mails. Mais alors, c'était un truc en ligne de commande. Enfin, c'était une complication sans fin. Aujourd'hui, il y a des plateformes sur lesquelles tes mails sont chiffrés automatiquement. Tu te poses plus la question. Mais même si d'ailleurs, c'est pas un truc qui a été vraiment démocratisé jusqu'au bout. Mais par contre, ça a été implémenté dans plein de messageries privées. Tu vois, il y a plein de c'est-à-dire que maintenant, plateformes. Tu n'imaginerais pas qu'un site d'e-commerce soit pas avec du SSL. Enfin, donc voilà des technologies qui sont redescendues jusqu'à devenir assez transparentes pour que tout le monde les utilise. Ouais. Là, c'est la même chose. C'est-à-dire que après, tu te poseras même plus la question de savoir si c'est de la blockchain derrière ou pas. Tu verras juste un service qui est efficace, qui est pas cher, qui marche bien, qui fonctionne de partout, qui est ouvert, décentralisé, etc., etc. Donc c'est un truc passionnant parce que c'est comme si on était en train d'inventer
inventer, j'ai envie de dire, un nouveau protocole de l'Internet à côté des protocoles qui gèrent le mail, le web, les transferts de fichiers, les protocoles réseau et le reste. Parce que c'est un protocole qui est ouvert et n'importe qui peut implémenter n'importe quoi dessus. Alors évidemment, du coup, c'est un peu le bordel au début. Christophe, est-ce que tu vois les choses de la même manière? C'est le grand bordel avant la grande révolution? Alors on est encore dans le bordel montant, effectivement, c'est ça. Il y a beaucoup de bruit, il y a encore beaucoup de trop maintenant. On a du mal à faire la part des choses au milieu. Je suis d'accord avec ce que disait Cédric à la fin là sur le fait qu'effectivement c'est aussi passionnant qu'un nouveau protocole, c'est des nouvelles façons d'échanger, de certifier des échanges surtout. Après, je suis moins convaincu par le fait qu'il y ait des gros qui vont sortir de ça derrière, parce que c'est une technologie qui est décentralisée, vous l'avez dit, et qui va effectivement se cacher derrière en fait un front pour les utilisateurs. Donc tu vas pas utilisateur lambda utiliser directement la blockchain, ça va être une brique technique que tu vas utiliser derrière. Donc ça, c'est un petit peu comme les navigateurs peut-être, comme les navigateurs web, et puis sur les navigateurs web se sont construits des Google et des Facebook. Donc peut-être que sur la blockchain vont se construire des géants, enfin je sais pas. Ça, tout à fait. Là, on le voit clairement. Mais ils sont déjà là aussi, les géants, donc peut-être qu'ils vont. Il y a des noms qui ressortent, effectivement. Ethereum, on le voit souvent. C'est des choses qui, effectivement, se construisent par-dessus la blockchain. Mais la blockchain, c'est une technologie au même titre que SSL, qui est une brique technique de l'échange HTTP. Donc, c'est pas, les géants derrière, ça va être du business par-dessus la blockchain. Moi, je me demande s'ils sont pas déjà là, et que tu vois les Google et les Amazon et les Facebook, s'il y a des choses à faire. Bon, au-delà on parle de fintech pour les banques, qui vont utiliser la blockchain pour gérer leurs transactions. Bon, ça c'est des utilisations spécifiques, il y en aura certainement d'autres, mais oui, je sais pas comment. Bon, en même temps, on sait jamais avant que ça n'arrive. Ouais, mais c'est difficile à prévoir. Je pense qu'il faut pas essayer de transposer t'as raison, nos schémas de pensée d'aujourd'hui dans ce qui pourrait se dessiner demain, parce que tout à coup, tu pourrais imaginer de gigantesques services qui seraient en fait l'agrégation de plus petits services, chacun financé avec son petit. Ça sera plus de l'ICO, mais ce sera du micro-paiement en token. Enfin, il y a des choses qu'on n'imagine pas encore aujourd'hui. Voilà, il y a des Français qui font des choses très bien. Les anciens fondateurs de Flûte, grande plateforme de blog française, Overblog, qui maintenant sont aux États-Unis et qui lancent mieux qu'un projet, un service qui s'appelle Legolas, qui est en gros une plateforme d'échange de crypto-monnaies entre autres, mais qui est faite avec les mêmes obligations de transparence, etc., qui permettent de le mettre là pas forcément au niveau du grand public, mais au niveau des investisseurs institutionnels. Et eux sont bizarrement pas persuadés que Bitcoin a un futur en tant que monnaie, mais par contre sont persuadés du potentiel de la blockchain comme un truc qui va permettre justement de créer des nouveaux géants, même de façon décentralisée, parce que tout à coup la blockchain elle abrite tout, elle abrite les protocoles, les données, le logiciel et le reste, et que ça permet justement à des plus petits d'émerger un peu plus simplement. Mais là encore, il va y avoir une énorme période de bordel, mais en même temps c'est passionnant. C'est sûr que ce qui ressort toujours quand on parle de tout ça, c'est plus encore que les crypto-monnaies, c'est la blockchain. Et je vous invite à aller écouter l'épisode 183B, où on a parlé dans un épisode spécial entier avec Stéphane Tual de la blockchain pour essayer de vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Donc c'est le 183B, comprendre la blockchain. Donc on en avait déjà parlé à l'époque. Il est passionnant, Stéphane. Un autre truc un petit peu inquiétant, on va dire, c'est Magic Leap qui vient de lever 461 millions de dollars de l'Arabie Saoudite, ce qui vient complémenter les 500 millions de dollars qu'ils avaient levés en octobre. En gros, juste leur série D, donc qui est la 4e série de financement, a levé 1 milliard. Et tout ça a rajouté à... Je sais plus, ils étaient déjà à 2 ou 3 milliards avant. Non, mais c'est Magic Leap, on en a déjà parlé plusieurs fois. Ils ont enfin dévoilé leur projet, leur premier produit. C'est surtout pour moi l'occasion de te demander, Cédric, t'en penses quoi, toi, de Magic Leap? C'est du vent ou il y a quelque chose derrière? J'arrive pas à imaginer que des investisseurs avisés, institutionnels, nombreux et successifs, et chacun et tous mis des milliards sur un truc qui serait un écran de fumée. Donc non, j'ai envie, et puis en plus ça c'est j'ai envie que ça marche quoi.
J'ai envie que ce soit génial au point d'avoir levé 4 milliards pour financer le développement du premier produit, évidemment. Maintenant, ça arrive sur un marché où on s'aperçoit que les casques VR, c'est des trucs qui se vendent pas, à part chez PlayStation. Où les applications manquent dès qu'on sort du jeu vidéo, et encore. Mais c'est voilà, ça en fait, c'est que Magic Leap, c'est la réponse. C'est que c'est celui qui marcherait, tu vois. C'est ça. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est le truc qui manquait et qui tout à coup fait que ça y est, c'est bon, j'ai compris, je suis en train de jouer à des jeux en 3D surimprimés sur ma rétine. Non, mais c'est pas ça, c'est pas ça. Où les monstres se cachent derrière les murs. C'est pas ça, Cédric. Le truc, c'est pas ça. Le truc, c'est je suis en train de jouer à des jeux en 3D, c'est je suis en train de rencontrer les investisseurs auxquels je voulais parler dans la Silicon Valley depuis mon salon à Paris, sans avoir besoin de prendre l'avion. C'est ça et de leur mettre devant les yeux mon PowerPoint qui... Tu veux me refaire la promesse de la visioconférence d'il y a 40 ans? Mais exactement. Bon, un truc qui pourra tenir cette promesse... On a envie que ça marche, quoi. Un truc qui pourra certainement tenir ses promesses, c'est les nouveaux spectacles de Snapchat. Vous savez on se moquait des spectacles qui se sont pas du tout vendus et qui ouais. Et ben écoute, figure-toi qu'ils en préparent encore 2 modèles, un pour cette année qui serait juste une petite modification et un pour l'année prochaine qui serait carrément une vraie évolution du produit. Je suis pas certain de comprendre ce que fait Snapchat avec ces spectacles, mais visiblement ils continuent dans leur lancée, quoi. Oui, je sais pas où la lancée nous mène exactement, mais c'est que quand ils les ont lancés, ils ont quand même dit we are becoming a hardware company. Et après, ils en ont vendu, je crois, quelques dizaines de milliers, ce qui est quand même, disons-le, ridicule. Pas un énorme succès. Christophe, toi, tu t'es jeté sur les spectacles dès que t'as pu en avoir une, bien sûr. Absolument pas. Non, pas. Je comprends pas quoi. Messieurs, non, mais on n'est pas jeunes. Je vous rappelle que nous sommes vieux. Exactement. Et que nous sommes pas le cœur de cible de ce truc-là. Même si évidemment, moi, je les ai essayés. C'est rigolo, mais pas au point de remplacer mes vraies lunettes, quoi. Ouais, c'est ça. C'est les cas d'usage derrière au quotidien. Enfin. Ouais, pour ceux qui se souviennent pas, c'est des lunettes qui ont des petites caméras et qui vont filmer un petit peu ce que tu vois, en fait, pour le mettre sur Snapchat. L'idée était marrante. Oui, en pratique. Dernière news, allez, on va parler un petit peu encore de matériel et d'Apple. Si vous voulez acheter un MacBook ou un MacBook Air dans les mois à venir, attendez, il semblerait qu'il y ait un nouveau MacBook 13 pouces qui remplacerait le MacBook Air, et ça serait un MacBook Retina qui serait annoncé pour la WWDC en juin. Donc un nouveau MacBook Air, il serait temps, parce que le MacBook Air, le design, même s'il était sympa à l'époque, il commence à être un petit peu vieux. Et voilà, c'était juste surtout le Retina, parce que moi j'ai eu un MacBook Air pendant 5 ans, 6 ans. Là j'ai un MacBook Pro, et quand j'ai rouvert le MacBook Air la semaine dernière, ça fait mal aux yeux. On m'a un peu piqué les yeux, genre mais que se passe? Donc voilà, je pense que il est temps de faire passer tout le monde au Retina. Même si je pense que ça risque d'avoir un impact sur le prix, forcément. Bah écoute, c'est censé être un entrée de gamme, donc il serait autour de 1 000 €. À voir. Ah là, alors c'est correct. Bah, après, oui. Après, il faut voir sur l'écran si en plus du Retina, ils vont attaquer aussi le borderless. Ils vont réduire les bezels, les bordures autour de l'écran pour rentrer dans le design qu'on retrouve un peu partout maintenant. Bah disons que réduire les bordures du MacBook Air, ça sera pas dur, hein, parce que je sais pas si t'as déjà vu ce que c'est. Il y a de la marge. Voilà, exactement. J'ai souri en voyant il y a 2 semaines à Barcelone le nouveau laptop de Huawei. Comment il s'appelle, qui était super beau là, le Workbook X, oui, c'est ça. Voilà, qui est justement écran borderless, tellement borderless qu'il n'y a plus de place pour la webcam, et que du coup la webcam a été cachée dans une touche du clavier. Tu appuies dessus et ça déplie une petite webcam. Ouais. J'ai trouvé ça très très mignon, même si je pense qu'à l'usage c'est le festival du double menton, mais parce qu'évidemment ta couleur ça vient du dessus et pas au niveau des yeux, ce que je déconseille toujours. Oui, il y a quand même une tentation. Alors peut-être qu'il y aura peut-être un notch sur le nouveau MacBook Air. Qui viendrait juste sur la barre de menu, ça serait pas mal. Bah voilà, nickel. Bon, bah écoutez, je crois qu'on a fait un petit peu le tour de tout ce qui s'est passé cette semaine dans l'actu tech. Merci. Et c'est vrai que t'es hebdomadaire maintenant, je ne réalise pas. Mais oui, mais je suis comme toi, j'ai encore du mal à réaliser.
Tu as enfin fait ce que je te dis de faire depuis des années. Mais écoute, j'ai attendu d'avoir un enfant et de plus avoir de temps pour me dire voilà, c'est le moment. Non, mais tu vois, même quand en fait j'avais un petit peu peur que quand il n'y a pas beaucoup d'actualité, on ait du mal à faire l'heure. Mais en fait, il y a eu énormément de choses intéressantes dont on a pu parler, même si c'est une période creuse. Donc voilà. Donc merci à tous les deux d'avoir été là. Avant de se quitter et que j'essaye d'aller récupérer le petit, vous pouvez me dire où on peut vous retrouver sur Internet. Commençons par Christophe peut-être. Alors moi le plus simple c'est sur Twitter, hein. C'est Chris Kamicas, C-A-M-I-C-A-S, et après jusqu'à la fin du mois, donc de mars ça sera sur geeking.fr, et à partir d'avril ça sera sur studiorenegade.fr. Ah, d'accord, oui. C'est alors quoi Studio Renegade? Ah, c'est un nouveau projet. Vous en saurez plus ce soir si vous vous connectez sur Twitch. Vous allez voir un petit peu l'annonce. Ah, c'est ce soir l'annonce, d'accord, très bien. Ouais, bon, écoute, très intéressant. Je verrai ce que nous prépare notre ami l'autre Cédric. Très bien. Et bah justement, Cédric, le Cédric de Twitter, et il n'y en a qu'un. Comment vas-tu et de quoi, où peut-on te retrouver? DarkAndOnlyBe1, @Cédric sur Twitter. On peut se voir au moins le jeudi matin dans la matinale de LCI, et puis sur toutes les choses que je suis en train de monter là sur LCI.fr, parce que maintenant on a une très belle rubrique innovation. Je crois que c'est l'essentiel pour arriver à me retrouver. D'accord, bah Cédric sur Twitter, ça sera déjà ça et vous trouverez tout le reste à partir de là. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter et sur Facebook, et vous pouvez retrouver également l'émission sur frenchspin.fr. Vous pouvez aussi nous laisser des commentaires sur iTunes si vous le souhaitez, avec des notes, ça nous file toujours un petit coup de main. Je dis iTunes, mais je pense à toutes les plateformes sur lesquelles vous êtes et vous utilisez les podcasts. Et enfin, bien sûr, vous pouvez aller sur patreon.com/rdvtech, le lien est dans les notes de l'émission, et vous pouvez soutenir financièrement l'émission si elle vous apporte des informations qui sont intéressantes et parfois nécessaires, peut-être, comme c'est le cas aujourd'hui, un petit bon moment à passer dans les transports pendant que vous faites les courses ou le ménage, ou simplement si vous voulez soutenir ce type de business model, c'est sur patreon.com/rdvtech. On vous remercie infiniment de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous désormais la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous!